Salam alaikum. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Merci de vous être connectés à l'heure. On est forcé de commencer. Maintenant, en attendant l'arrivée des autres inscrits au niveau de notre webinaire. Donc, je vous remercie énormément de vous être connectés à l'heure et surtout bienvenue dans notre webinaire gratuit sous la thématique de la métrologie et contrôle de la qualité. S'il vous plaît, j'aimerais d'abord avoir une confirmation en ce qui concerne le son. Est-ce que vous arrivez à me recevoir, s'il vous plaît? Vous pouvez me faire un petit signe dans le chat. Donc, comme ça, on va démarrer notre webinaire. Oui, Madame Asma, on vous écoute. D'accord, merci beaucoup pour votre confirmation. Sinon, notre webinaire de ce soir, il va être consacré à la métrologie et au contrôle de la qualité dans le cadre de l'ISO 9001 version 2015. Moi, je suis Asma Adweb, ingénieure en QHSE et management environnemental. Et avec moi, il y a Monsieur Ahmed Abia, notre spécialiste en métrologie et contrôle de la qualité, qui va bien sûr vous faire une présentation concernant ce sujet en particulier. Mais avant de lui céder la parole, donc je vais vous faire une petite mise en contexte, une présentation déjà et un rappel sur la norme ISO 9001 version 2015 avant d'entrer dans le vif du sujet qui est bien évidemment la métrologie. Sinon, s'il vous plaît, avant de commencer, j'aimerais bien aussi signaler le fait que vous pouvez profiter de notre chat du webinaire pour poser toutes vos questions. Donc, vous pouvez poser les questions tout au long du webinaire et vers la fin, on va vous répondre, moi et Monsieur Ahmed, respectivement, selon nos domaines d'expertise et de spécialité. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous vient en tête concernant la 9001 et concernant aussi la métrologie. Alors, je commence d'abord par une petite présentation en ce qui concerne déjà notre bureau Embedus Engineering, qui organise ce webinaire. Donc, nous sommes un bureau d'études, de formation, de conseil en environnement et en management de QHSE qui est installé à la ville d'Agadir. Donc, on fait bien évidemment, en plus de l'accompagnement et à la certification, la mise en place des systèmes de management, des formations en présentiel aussi bien qu'à distance dans les thématiques que vous voyez sur l'écran. Sinon, on travaille aussi dans le domaine des études d'impact sur l'environnement. Et je passe directement, en tout cas, voilà, aux objectifs de notre webinaire. Donc, c'est vrai que le temps, c'est pas trop long, mais on va essayer quand même de faire une mise en contexte en ce qui concerne la norme ISO 9001 version 2015. On va aussi voir un petit peu la structure de la norme d'une façon globale. Et puis, je vais céder la parole à Monsieur Ahmed pour préparer le terrain et pour parler de la métrologie et surtout la métrologie au sein de la norme ISO 9001. Alors, petit rappel de la norme ISO 9001. Donc, comme vous le savez, la norme ISO 9001 déjà, donc c'est une norme internationale. Ça veut dire que c'est une norme standard qui va définir un ensemble d'activités et un ensemble si vous voulez, de recommandations, mais sous forme d'exigences à mettre en place. Donc, la norme ISO 9001 version 2015, il donne un ensemble d'exigences à mettre en place pour fonder un système de management de la qualité. Donc, un système qui va permettre d'atteindre la satisfaction client, qui va permettre aussi d'assurer l'amélioration continue et par la suite d'opter pour une certification de type ISO 9001 de votre organisme. Donc, on sait toutes et tous que la norme ISO 9001, c'est une norme qui est volontaire, donc c'est une approche volontaire, il n'y a pas d'obligation, mais bien sûr, il y a des contraintes externes qui peuvent pousser un organisme ou un autre à mettre en place un système de management de la qualité pour maximiser bien sûr la qualité, pour avoir une bonne approche d'amélioration continue, pour
satisfaire aux exigences des clients et maximiser la satisfaction client pour promouvoir en général la qualité et surtout également pour donner une bonne image et être en phase avec la concurrence. Donc, la norme ISO 9001, c'est une norme internationale, c'est une approche volontaire et les standards, elle est applicable dans tous les secteurs d'activité, donc elle est générale et surtout parce qu'elle est générale, donc il ne comporte pas d'exigences techniques ou bien précises pour un secteur ou bien un autre. Donc, c'est une norme qui va, bien sûr, être applicable et convenable et ouverte à l'adaptation pour tous les secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, que ce soit les cabinets, que ce soit le secteur privé, public, les grandes structures, les petites structures. Donc, il y a également la possibilité de mettre en place la 9001 pour les associations, les organismes à but non lucratif. Donc, il n'y a pas une limitation en ce qui concerne la norme ISO 9001 parce qu'elle n'est pas sectorielle et c'est une norme qui est internationale, standard. On trouve les mêmes exigences partout dans le monde, donc c'est le même référentiel, c'est la même norme surtout. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle une norme parce que, et les standards, ils représentent bien sûr un aspect reproductif, si vous voulez, ou bien qui peut être appliqué à n'importe quel secteur, et surtout parce qu'il est élaboré par l'ISO, qui est déjà un organisme de normalisation internationale. Alors, quels sont les trois grands piliers de la norme ISO 9001? On trouve l'approche processus. Donc, à travers la norme ISO 9001, les organismes voilà, ont la possibilité ou bien ils vont avoir accès à un ensemble d'exigences qui leur permettent d'établir un certain niveau d'ordre optimal sous forme de processus. Ça veut dire que votre organisme, à travers la démarche ISO 9001, il va définir une cartographie des processus, il va définir un ensemble de processus avec des entrées, des sorties, des critères d'évaluation, des critères de maîtrise, des indicateurs. En tout cas, on va promouvoir l'approche processus grâce à la mise en place d'un système de management de la qualité. Euh, euh, le deuxième pilier, c'est que la norme ISO 9001, version 2015, il emploie ce qu'on appelle une approche par les risques. Ça veut dire que la norme, dès le départ jusqu'à la fin, il incite à faire une prise en compte des risques. Les risques, c'est les problèmes ou bien les anomalies qui peuvent freiner l'atteinte de vos objectifs qualité. Donc, dès la première étape de la mise en place qui est le chapitre 4 contexte de l'organisme, parce que, entre parenthèses, la démarche pratique de la norme commence à partir du chapitre 4 contexte. Donc, vous allez déjà commencer par une analyse du contexte interne et du contexte externe de l'organisme. Ça veut dire qu'ils sont nos forces, qu'ils sont nos faiblesses, qu'ils sont nos opportunités, qu'ils sont les menaces que nous pouvons rencontrer et qui peuvent freiner l'atteinte des objectifs et quelles sont également les opportunités qui maximisent l'atteinte des objectifs qualité de notre organisme. Alors l'approche par les risques, bien sûr, euh, c'est aussi associé avec l'analyse de risques liée au processus pendant la planification. Alors, vous pouvez utiliser plusieurs méthodologies, par exemple d'analyse de risque comme l'ANDEC processus et autres qui permet d'anticiper les problématiques et de profiter aussi de vos points forts. Alors, le deuxième pilier de la norme, c'est le fait d'intégrer la démarche voilà, risque dans votre système de management de la qualité. Et troisièmement, bien sûr, le pilier de la norme ISO et l'objectif ultime, c'est de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. D'ailleurs, la norme Alors d'ailleurs, voilà donc la norme, il est structuré autour du socle d'amélioration continue qui est le PDCA. Donc on sait que grâce au PDCA, c'est un outil d'amélioration continue. Donc on va faire une bonne planification, une mise en œuvre, une évaluation des performances et puis une amélioration
et votre système de management de la qualité à travers le respect prolongé et durable à long terme des exigences. Donc, vous aurez un système de management qui s'améliore au fil du temps, qui prend en compte vos points forts et qui aussi anticipe les faiblesses et les problématiques futures pour avoir un bon système au long terme. Donc, sinon, je rappelle bien sûr que l'ISO 9001, il ne certifie pas les produits ou bien les services en particulier. Donc, ce n'est pas une accréditation de compétences, par exemple, techniques ou autres, mais c'est une norme qui est spécifique pour le management. C'est de la gestion et de l'organisation. Donc, je peux être certifié ISO 9001, donc ça m'aide à augmenter la qualité de mes produits, ça m'aide à augmenter et ça me pousse à chercher la perfection, entre parenthèses, dans le cadre de la qualité produit et service. Mais bien sûr, ça ne garantit pas la qualité produit et service du point technique ou bien de l'ordre du technique parce que tout simplement, c'est un système de management. Donc, son objectif, c'est augmenter la qualité dans une organisation, comment on travaille, comment les processus sont maîtrisés, comment on fait pour nous évaluer en interne et pour faire une démarche d'amélioration continue. Alors sinon, la structure de la norme et les exigences de la norme, en grosso modo, ils vont commencer par d'abord le respect de ce circuit PDCA, donc ce socle d'amélioration continue, qui est aligné avec les chapitres de la norme. Donc on a la High Level Structure, qui est la structure au niveau de la norme, et d'ailleurs c'est la structure commune entre toutes les normes ISO qui sont certifiables, donc la 9001, la 14001, la 45001 et ainsi de suite. Donc on a 10 chapitres et c'est à partir du quatrième chapitre que vous avez la démarche pratique. Donc le premier, le deuxième, le troisième sont des chapitres qui sont génériques, sans exigence, mais la démarche pratique, il va commencer à partir du chapitre 4, contexte de l'organisme. Euh, Bien sûr, on ne peut pas entrer vraiment dans les détails dans ce webinaire, mais le contexte de l'organisme, donc il s'agit de faire l'analyse des conditions internes et externes, que ce soit en matière de conditions, ça veut dire les forces internes, les faiblesses internes, les opportunités externes à saisir qui peuvent nous aider à améliorer notre système. Sinon également les relations, les contraintes externes et les menaces, et les relations avec les parties intéressées. Donc, on va commencer la démarche ISO 9001 par une compréhension de notre organisme et puis une compréhension de l'entourage, si vous voulez, ou bien de l'environnement d'insertion de notre organisme en matière d'enjeux, mais aussi en matière de relations avec les parties intéressées. Alors, dans le contexte de l'organisme, on va faire une analyse des enjeux, euh, une compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées, et puis on va définir notre domaine d'application, ça veut dire le périmètre qu'on souhaite certifié ISO 9001 ou bien le périmètre dans lequel le système va être mis en place. Et par la suite, on va mettre en place les processus de l'organisme. Donc, on va définir les processus dans lesquels les exigences vont être insérées. On va organiser le domaine d'application choisi pour mettre en place un système qui va nous permettre de faire face aux enjeux que nous avons identifiés, mais aussi de satisfaire les besoins et les attentes de nos propres parties intéressées internes et externes, telles que le client, les fournisseurs, les collaborateurs, les prestataires de services et ainsi de suite. Deuxièmement, le chapitre 5, c'est le chapitre leadership qui s'articule autour de l'engagement de la direction. Donc, pour réussir notre système qualité, on doit garantir un engagement de la direction à travers l'élaboration d'une politique qualité qui contient nos propres objectifs internes, à travers aussi l'attribution claire des rôles, des responsabilités et autorités. Donc la direction, il va exprimer son engagement dans une politique qualité qui contient les grands objectifs qui encadrent notre système. Ça veut dire qu'est-ce que nous cherchons à atteindre
grâce à ce système de management de la qualité. Et puis, bien sûr, la direction va définir clairement le rôle de chacun dans cette démarche ISO. Donc, avant de commencer, on doit d'abord connaître quel est notre objectif, c'est la destination, et puis quelles sont les personnes qui vont travailler sur ça, quelles sont les responsabilités, comme les fiches de poste par exemple, les lettres de mission, les matrices voilà, de responsabilité et ainsi de suite. Troisièmement, donc vous avez le chapitre 6, planification. C'est le chapitre qui va nous permettre de planifier notre système, élaborer un plan d'action qualité qui va répondre à la fois euh, aux enjeux. Ça veut dire si vous avez des menaces, alors c'est le moment pour planifier comment peut-on faire face à ces menaces, comment saisir les opportunités pertinentes et comment satisfaire les besoins, les attentes des parties intéressées. Donc, il s'agit de traduire tout simplement euh, nos objectifs, de les planifier, de traduire le diagnostic initial que nous avons fait sous forme d'un plan d'action qui va par la suite être mis en pratique. Donc, il s'agit de planifier les risques et les opportunités issus de la phase contexte. Il s'agit de planifier les objectifs tels qu'elles sont formulés dans la politique qualité. Planifier, c'est bien sûr définir quoi faire concrètement, donc les étapes pratiques, parce que dans la politique, on ne donne pas assez de détails sur le comment, donc on donne des objectifs, mais pratiquement, il faut définir comment atteindre ces objectifs, qui va être responsable de chacune des actions de notre plan d'action, quand est-ce que ça doit être réalisé, quels sont surtout les moyens aussi je dirais, de suivi de l'efficacité de ces actions et de mesure de l'efficacité de ces actions. Et puis, on va élaborer notre plan d'action général qui va nous permettre non seulement d'atteindre les objectifs, mais aussi de faire face à toutes les menaces, les faiblesses internes, et également à satisfaire les besoins et les attentes de nos parties intéressées, y compris principalement le client, parce que la démarche qualité, c'est une démarche qui est orientée client. Alors sinon, pour mettre en place ce plan d'action, il faut aussi planifier les actions de support. Ça veut dire, pour passer à la réalisation, il faut avoir euh, les ressources nécessaires, il faut avoir aussi les compétences nécessaires. Alors la norme, à travers le chapitre 7, il vous parle de tout ce qu'il faut respecter comme exigence pour garantir la fourniture de ressources adéquates disponibles, que ce soit les ressources humaines, financières, les infrastructures et ainsi de suite. Le personnel compétent est formé. Donc la formation, c'est primordial au niveau de la démarche qualité et aussi de toutes les démarches ISO alignées avec la 9001. La communication aussi, c'est un pilier. Et puis, les informations documentées et la maîtrise des informations documentées. Alors, c'est là où on peut aborder la métrologie. Donc, lorsqu'on parle de la métrologie et du contrôle qualité, c'est surtout au niveau du premier point ressources. Donc, c'est un point du chapitre support. Donc, vous avez ressources pour la surveillance et la mesure. Alors, ça veut dire que, euh, voilà, au niveau du chapitre 7, c'est là où on va parler de tout ce qui est surveillance et mesure, traçabilité de la mesure, l'étalonnage des équipements de mesure. Donc, c'est à ce point-là que nous pouvons dire que la norme va aborder la question du mesurage, la question de l'étalonnage des moyens et de mesure. euh, voilà, pour garantir la fiabilité des mesures et pour garantir aussi le fait que les équipements de mesure qu'on va employer pour par la suite évaluer nos activités vont être fiables et donner de bons résultats. Alors, ce sera le point qui va être abordé par Monsieur Ahmed par la suite, mais l'essentiel, c'est il faut savoir que niveau de la norme ISO 9001, c'est le point 715 qui va aborder particulièrement tout ce qui est contrôle de la qualité, mais d'une façon bien sûr
explicite. Donc, il va parler de la traçabilité des mesures, il va parler de l'étalonnage, il va parler, donc il va nous donner, la norme, un ensemble d'exigences qui vont garantir la fiabilité des résultats de mesure. Mais c'est aussi abordé au niveau, si vous voulez, du chapitre 8 réalisation. Donc, lorsqu'on passe au chapitre réalisation, parce que après une planification, alors les quatre chapitres-là, ce sont des chapitres de planification. Donc, après avoir planifié notre système, planifié les moyens de support, de communication qui vont aussi renforcer la mise en place du plan d'action, l'étape suivante, c'est de réaliser, c'est de passer à l'action. Alors, durant ce passage à l'action, la norme, il aborde également dans quelques points particuliers la question voilà, qui sont liés indirectement à la métrologie et au contrôle qualité. Par exemple, je cite le point 8.5.1, maîtrise de la production et de la prestation de services. Alors, à ce niveau-là, l'organisme, euh, il doit mettre en œuvre des activités de surveillance et de mesure à des étapes qui sont appropriées pour assurer le fait que la production, si vous êtes dans le domaine de la production, est faite dans les règles de l'art. Sinon, le contrôle qualité produit aussi, le contrôle qualité à la réception de la matière. Sinon, pour les services, ça va de soi. Donc, vous avez également quelques mesures ou bien quelques surveillances que vous devez appliquer, mais l'essentiel, c'est que même au niveau du chapitre réalisation, on a indirectement euh, voilà, lien avec tout ce qui est métrologie, tout ce qui est contrôle qualité. Donc, ça commence dès la phase planification. Il faut bien planifier comment faire les surveillances, quelle surveillance à réaliser, qui va le faire, quand est-ce qu'on doit le faire, quels sont les moyens, quels sont les équipements, il faut garder les preuves d'étalonnage, garder les preuves de traçabilité des mesures. Alors tout ça, ça entre et on peut le lier avec la métrologie. En tout cas, dans la partie réalisation, la surveillance, la mesure, l'analyse, l'évaluation, donc c'est toujours euh, indirectement inclus. Et puis, vous avez l'évaluation des performances parce que lorsqu'on parle de la mise en place d'un système de management de la qualité, lorsqu'on va faire la réalisation du plan d'action, la réalisation en général des activités opérationnelles, soit de production, soit de prestation de services, il va falloir à un certain moment évaluer ces performances et connaître à quel point ces performances voilà, nous ont permis d'atteindre les objectifs de départ que nous avons définis dans la politique et à quel point ça nous a permis de faire face aux menaces, de saisir les opportunités, de maintenir les forces et bien sûr de euh, renforcer les faiblesses. Donc, à partir du point évaluation de performance, on va déjà commencer l'amélioration continue parce que c'est grâce aux résultats d'évaluation de performance des audits qu'on va réaliser, suivi et mesure, et aussi dans ce point-là, donc il y a indirectement la métrologie, le contrôle qualité. Sinon, c'est là où euh, on va commencer à connaître les points que nous devons améliorer, les non-conformités qu'il faut, ça veut dire les cas de non-respect d'exigences que nous devons traiter pour améliorer notre système grâce à la mise en place d'actions correctives et d'actions préventive et d'amélioration. Donc, en tout cas, brièvement, pour céder la parole à Monsieur Ahmed, la métrologie au niveau de la norme ISO 9001, il est beaucoup plus, voilà, euh, direct au niveau du chapitre 7, le point 7.1.5, ressources de surveillance et de mesure. Et puis, vous avez le côté chapitre 8 pour la réalisation, pour garantir la qualité des livrables, la qualité des éléments de sortie de vos processus de réalisation. Donc, bien évidemment, il faut appliquer des mesures de la surveillance. Là où il y a la mesure, il y a toujours bien sûr la métrologie. Sinon, vous avez également le chapitre 9 pour faire des évaluations de la performance, pour mesurer à quel point nos objectifs qualité sont atteints. Donc là aussi, on peut dire que on peut lier avec le côté métrologie. Alors, ce qui est demandé au niveau de la 9001,
c'est d'identifier les équipements de mesure, d'assurer leur calibration, protéger ces équipements contre toute perte de performance ou bien de fiabilité, conserver les enregistrements associés aux étalonnages et autres, et puis assurer la fiabilité des mesures. Donc, l'objectif, c'est d'assurer la fiabilité des mesures. Alors, sinon, pour le moment, donc, c'est une vision globale sur le système de management de la qualité et sa liaison avec la métrologie et le contrôle qualité. Maintenant, je vais céder directement la parole à Monsieur Ahmed, donc, qui va poursuivre la, la- voilà l'explication. Euh, je vous ai donné l'accès, donc je vous ai donné la main, Monsieur Ahmed, donc vous pouvez partager votre écran. D'accord, merci Madame Asma. Je vous en Je- prie. Alors, je vais arrêter le partage et vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Donc, merci de me conformer. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. D'accord. Salam alaikum à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Avant de commencer, toujours, je vais vous remercier pour votre participation à ce webinaire et pour votre engagement à l'heure. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre le rôle et l'influence de la métrologie euh, au sein d'une démarche qualité dans une entreprise et bien sûr aussi de vous présenter notre formation qui aura, Inch'Allah, lieu prochainement si vous intéresse. Alors, notre planning d'aujourd'hui, je vais me présenter pour que vous me connaissez, pour les gens qui ne me connaissent pas. On va faire une petite introduction au management de la qualité, les fondamentaux essentiels pour assurer une démarche qualité et pour faire une mise en place d'un système de management de la qualité. Et bien sûr, je vais essayer de vous montrer le rôle de la métrologie au sein d'une démarche qualité et bien sûr aussi sur l'importance de la fonction métrologique au sein d'une entreprise. Après, je vais vous présenter les objectifs de notre formation, l'approche pédagogique, parce qu'on a une approche un petit peu différente de ce que vous connaissez sur les formations classiques. Et après, on va voir le programme, on va mettre un coup d'œil sur notre programme. Je me présente, je suis Ahmed Abia, métrologue senior et formateur consultant en métrologie et le contrôle de la qualité, des marques de la qualité. J'ai plus de 9 ans d'expérience dans le domaine de la métrologie sur les différents domaines, que ce soit la température, métrologie et thermique, masse et pesage, force et couple, pression dimensionnelle car j'étais ex-métrologue au sein du Laboratoire national de métrologie marocain. J'ai eu la chance de pratiquer la métrologie, si vous voulez dire, dans la source de la métrologie marocaine. Et bien sûr aussi, j'étais inspecteur en métrologie légale, agréé par le ministre de Commerce et de l'Industrie marocain pour le contrôle des instruments de mesure, spécifiquement les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, tout ce qui est balance, tout ce qui est pont bascule, microbalance, etc. Et aussi pour les compteurs d'énergie électrique, les compteurs que vous trouvez au domestique qui mesurent votre consommation électrique. Pour tout un système de management ou bien pour une démarche management, il y a toutes des fondamentaux qu'on doit le respecter et qu'on doit le faire satisfaire pour avoir
un système de management qui est bien fondu et bien construit. Donc, le premier fondement de notre système, c'est le système juridique, généralement qui représente les obligations légales d'un pays. Qui représente généralement tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est on va pas faire la mise en place d'un système juridique et euh, on n'a même pas respecté les obligations réglementaires. Donc, on doit tout d'abord respecter le système juridique, tout ce qui est obligation légale, tout ce qui est exigence réglementaire des autorités pour avoir un système, pour bien fonder notre système juridique, notre système, pardon, notre système de management de la qualité. Donc, on a le deuxième fondement, c'est le système économique qui représente généralement la partie financière, tout ce qui est économique, tout ce qui est, si on veut faire la mise en place d'un système, d'un SMQ, donc on a besoin des ressources et bien sûr, c'est Abdelrazak, on va répondre à vos questions à la fin de la séance. On va prendre 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc voilà, comme je vous avais dit, donc le système économique est fondé sur tout ce qui, il représente généralement tout ce qui est en relation avec l'investissement, avec, si on veut faire la mise en place d'un système, d'un SMQ, donc on a besoin des ressources. Qui dit ressources dit argent. Donc, c'est un fondement essentiel aussi à la mise en place d'un système de management. Après, donc, on a le troisième fondement, c'est le système de formation. Donc, pour la mise en place d'une démarche de qualité, on a besoin aussi de former l'équipe qui va faire la mise en place de ce système. On ne va pas donner la mise en place, par exemple, d'un SMQ pour des gens qui ne connaissent même pas les principes de la qualité, même pas analyser les risques qui peuvent impacter notre qualité ou bien notre démarche qualité. Et bien sûr, les autres participants ou bien les parties prenantes du système de management de la qualité, si on a des personnes qui sont qualifiés et qui sont formés à leur impact pour notre démarche qualité. Donc, il y aura un SMQ qui atteint ses objectifs escomptés, bien sûr, tout en gardant la formation de notre équipe. Le cinquième pilier ou bien le cinquième fondement, c'est la normalisation. Et qui dit normalisation parle de standardisation. Si on a par exemple un processus qui a plusieurs étapes, donc on ne va pas juste se baser sur une seule personne qui connaisse notre processus, mais plutôt on doit standardiser le système, documenter le système sur des procédures, des modes opératoires, des instructions, afin que tous les gens qui sont autorisés pour faire cette processus ou réalisent ce processus réalisent de la même manière dans un premier temps et de ne pas tomber dans le risque de si j'ai le personne responsable de mon système de management quitte leur poste, je risque d'avoir l'arrêt de mes processus, etc., etc. Donc, bien sûr, aussi, on a la certification qui représente, bon, la certification qui représente le quatrième pilier. Donc, il représente la confirmation avec les exigences et les normes internationaux. Donc, si j'ai un système qui est performant et qui est efficace et non
certifié. Donc, comment je vais prouver à mes clients que voilà, j'ai un système qui respecte, qui est performant et que je peux vous livrer un produit ou bien un service de qualité. Donc, sans certification, je ne peux pas, même si accéder à des marchés, que ce soit à l'échelle internationale ou bien à l'échelle nationale, s'il y a par exemple des clients qui obligent d'avoir une certification pour avoir accès. Donc, je- même si j'ai un système bien, comme je vous avais dit, bien performant et bien efficace, si j'ai pas j'ai pas une certification, donc j'ai risque de perdre je perds d'avoir une place au marché ou bien d'augmenter mon image de marque à l'échelle nationale ou bien internationale. Et bien sûr, arrivons au sixième pilier qui est la métrologie, le pilier le plus mal estimé dans la démarche qualité parce que euh, c'est un pilier essentiel à la démarche qualité et surtout pour la démarche qui nécessite, qui faire sortir un produit. Donc, il représente généralement tout ce qui est gestion des équipements de mesure, gestion des périodicités d'étalonnage, gestion la maîtrise, si vous voulez dire, des processus de mesurage, parce que il y en a plein des gens qui ne connaissent même pas comment utiliser leur appareil de mesure. Il y a des gens qui, même, je dirais pas, je vais pas les sous-estimer ou bien parce qu'ils ne le fait pas exprès, mais il vient d'une non-compréhension de la métrologie au sein d'un organisme ou bien au sein d'une démarche qualité. Donc, la métrologie, c'est pas juste d'avoir une certificat d'étalonnage ou bien une constat de vérification et voilà. euh, la métrologie est plus haut de cette manière-là. La fonction métrologique n'est pas une fonction administrative. C'est pas d'avoir un certificat d'étalonnage, je vais l'archiver, après je vais le donner à l'auditeur. Pourquoi? Pour juste répondre à une exigence ou bien deux exigences sur la norme que je viens de certifier. Non, la fonction métrologique, elle a toutes des opérations à faire. Il y a de l'étalonnage, il y a de la vérification. Il y a des gens déjà qui mélangent entre les différentes concepts. Il y a des gens qui connaissent même pas c'est quoi l'étalonnage, c'est quoi la vérification, quand est-ce qu'on utilise, quel est l'objectif de l'étalonnage, quel est l'objectif de la vérification. Donc tout ça, c'est très important de le connaître pour bien maîtriser la fonction métrologique au sein de votre organisme. Donc, je vous donne un petit exemple. Euh, je pose cette question pas mal de fois aux participants. Il y a trop de gens qui étalonnent leur instrument de mesure chaque année. Mais où vient cette notion de chaque année? Il n'y a aucun document, bien, il n'y a aucune norme qui vous oblige à étalonner vos instruments à un an. Il, il y a une particularité sur des normes d'essai qui vous obligent, ou bien des normes d'essai ou des normes d'analyse qui obligent de étalonner les instruments de mesure chaque 6 mois, ou bien chaque année, ou bien chaque 2 ans. Ou bien des obligations réglementaires, le cas de la métrologie légale. Mais je n'ai pas dans le cadre de l'utilisation de cette norme ou bien dans le cadre de l'obligation réglementaire, pourquoi je vais utiliser qu'un an? Je peux même augmenter ma périodicité d'étalonnage vers 5 ans. Il n'y a quoi de souci. Mais pour faire cela, il faut tout simplement un suivi pour réaliser ça. Il y a toutes des méthodes de calcul pour réaliser le suivi de dérive de l'instrument, pour
dire est-ce que je vais augmenter ma périodicité d'étalonnage de 1 an vers 2 ans, après de 2 ans vers 2 ans, et s'il n'y a aucun dérive par rapport à l'année précédente, donc je peux augmenter l'étalonnage jusqu'à 5 ans, où il y a le problème. Et ça, c'est un grand problème qu'on voit, parce que la métrologie, c'est pas juste, comme je vous avais dit, une fonction administrative, mais il peut être un levier pour l'optimisation de mon démarche qualité, un levier pour la minimisation des coûts d'étalonnage. Si on étalonne, par exemple, nos instruments de mesure chaque année, et par exemple, j'ai plusieurs instruments de mesure qui sont la même appareil de mesure, par exemple, ou bien le même instrument, et je les envoie vers l'étalonnage. Donc, ça coûte cher. Mais si je fais, par exemple, j'envoie cette année, par exemple, la moitié et la prochaine, la moitié, et je vérifie, par exemple, mes instruments, j'étalonne, par exemple, les instruments qui sont étalonnés par les instruments avec les instruments qui n'ont pas étalonné, ou bien j'en vois que un et après je réalise l'étalonnage au sein de mon entreprise, je garde toujours, j'optimise, euh, je minimise les coûts de l'étalonnage et bien sûr, je garde toujours une traçabilité métrologique et je réponds aux exigences normatives. Donc voilà, c'est un petit peu je parle trop parce que la métrologie n'a pas son importance sur la démarche qualité. Elle est surtout mal compréhensible parce que même les auditeurs ne connaissent pas bien je ne sous-estime aucune personne, mais la métrologie, elle est non compréhensible dans le marché dans l'industrie en général dû à une non-compréhension de l'importance et de ses effets sur la prise de décision, sur les résultats d'une mesure reçue. On ne peut pas prendre une décision sans faire une confiance sur nos instruments de mesure. Et la confiance sur les instruments de mesure ne vient pas juste avec je dirais, j'utilise par exemple l'instrument depuis longtemps, ça veut dire que je fais confiance à cet instrument de mesure. Non, il y a tout un suivi pour dire est-ce que je peux faire confiance à cet équipement ou pas. Il y a des gens qui contiennent des milliers, je dirais pas des milliers, mais des centaines de certificats d'étalonnage, mais juste pour l'archiver. Ils n'interprètent pas les résultats d'étalonnage. Donc voilà, c'est un petit peu de la métrologie. Donc, on va voir le rôle de la métrologie, mais avant de vous montrer le rôle de la métrologie, je vais essayer de vous présenter généralement le processus de fabrication d'un produit. Elle est généralement passée par 4 étapes. La première, c'est la réception de la matière première. Après, on a la chaîne de production ou bien la chaîne de fabrication. Et ensuite, on a l'inspection du produit fini. Généralement, c'est ça là. Et au quatrième étape, c'est l'entrepesage ou bien la livraison de notre produit. Mais c'est ça, généralement, c'est ce qu'on fait. Mais dans chaque étape, on a des opérations qu'on doit le réaliser. On a par exemple le contrôle de la qualité qu'on le fait au moment où on réceptionne la matière première. On prend un exemple. Donc, on a par exemple, on prend un exemple d'un produit alimentaire. Lorsque je réceptionne matière première, je dois m'assurer que la température de cette matière première est conforme à la valeur X que elle est mentionnée, que ce soit par la norme ou par votre exigence. Donc, si j'ai un appareil de mesure que je ne fais pas confiance en elle et qu'il fait, par exemple, des erreurs, donc il y a un risque de soit vous acceptez une matière
première qui est non conforme et vous l'acceptez, ou bien le contraire, vous n'acceptez pas une matière première qui est conforme et vous le refusez. Et on peut aussi trouver le contrôle de la qualité dans l'inspection du produit fini. Donc, lorsqu'on termine la production de notre produit, par exemple, il y a toute une inspection. Par exemple, si on veut mesurer, contrôler, par exemple, la masse ou bien le poids de notre produit. Si on a, par exemple, un produit on a dépassé la valeur et que l'instrument de mesure ne donne une valeur qui est bien précise, donc on risque d'avoir donné plus que la consigne que doit être dans le produit. Ou bien s'il y a une diminution du produit rempli, par exemple, dans les bouteilles, par exemple, on risque ne pas donner au client la même poids de valeur qui est étiqueté, par exemple, sur le produit. Et bien sûr, aussi, on utilise le contrôle de la qualité parfois dans la chaîne de production pour vérifier dans chaque étape de la conception de produit, on a un contrôle de la qualité de ce produit afin, bien sûr, d'assurer un produit de qualité à la fin. Et on a aussi la, la surveillance des conditions physico-chimiques. C'est quoi la surveillance des conditions chimiques? C'est tout simplement si, par exemple, déjà on utilise souvent la chaîne de production et lorsque on dans la partie entrepesage et bien sûr aussi dans la partie livraison. La surveillance des conditions physico-chimiques, on reste toujours sur le paramètre de la température. Si je entreposais mon produit dans une chambre froide qui doit avoir une température X et que l'instrument de mesure utilisé pour contrôler ou bien pour surveiller cette température, elle donne des erreurs qui sont très, très, très grandes. Donc, qu'est-ce que je vais dans cette... Je, je pense que la température est bien, donc mon produit est bien surveillé, il ne va pas être contaminé, mais réellement, le produit, il est contaminé parce qu'il n'y a pas une surveillance, il n'y a pas une utilisation d'un équipement de mesure euh, qui est étalonné, qui a une surveillance, un suivi. Donc, il y a tout. Donc, l'importance de la métrologie, c'est pas juste d'avoir un certificat d'étalonnage. Croyez-moi, c'est tout. Même si, par exemple, si on parle de contrôle de qualité, on- même si l'utilisation d'équipements de mesure, si je vous donne l'exemple, pardon, voilà. Donc, je vous vais donner un petit exemple lors de la réception de la matière première. Ces derniers mois, j'ai fait une tournée dans un restaurant avec une responsable d'hygiène. Donc, lorsqu'on a fait une tournée sur la chaîne de production, on a trouvé que dans le plan de travail, dans le début de la chaîne de production, il y a une personne qui a fait sortir la matière première du chambre froid et l'a laissée sur le plan de travail. Donc, ça a été une grande quantité de poisson. Donc, comme vous savez, le poisson est influencé par la température. Donc, elle a mesuré la température de cette matière première. Elle a trouvé que la température, elle était dépassée par 2 degrés. Donc, il a pris la décision de détruire cette matière première. Mais j'ai posé la question tout simplement sur est-ce qu'il fait confiance à cet équipement de mesure. Il m'a dit oui. Je l'ai dit, mais pourquoi?
Il a dit que l'équipement de mesure, il est nouveau. Et ils ont l'acheté dernièrement. Donc, et il est trop cher et il a acheté un équipement de mesure qui est trop cher dans le marché et qui est bien recommandé sur le marché. Je l'ai dit oui, mais ça ne signifie pas que l'instrument de mesure me donne des résultats de mesure qui sont fiables. Je l'ai posé une autre question. Est-ce que votre équipement il est étalonné ou bien est-ce qu'il est réceptionné lorsque vous avez réceptionné, le constructeur ou bien le fournisseur vous a donné un certificat d'étalonnage? Elle m'a dit oui. Donc, est-ce que vous l'utilisez? Non. Elle a vérifié. Elle a vérifié que l'instrument de mesure, il est conforme. Donc, lorsque j'ai vu ce qu'il dit que c'est une certificat d'étalonnage, on a trouvé que ce n'est pas un certificat d'étalonnage, mais c'est une attestation de confirmation de la contrôle de qualité délivrée par le constructeur. C'est juste si vous voulez dire, un contrôle des fonctions de l'équipement. Est-ce que l'équipement mesure la température ou pas? Ça ne signifie pas que dès que le certificat d'état, dès que le papier délivré avec l'instrument, ça signifie que c'est la certificat d'étalonnage. Il faut bien lire les documents, il faut bien interpréter les certificats d'étalonnage pour faire distinguer entre les différents documents qui sont nécessaires pour suivre mon équipement de mesure. Et ma troisième question, elle a été, est-ce que vous êtes intéressé à la température interne de matière première ou bien à la température externe de la matière première? Il m'a dit qu'ils sont intéressés à la température interne du, du matière première. Mais souvent, il utilise un thermomètre infrarouge. Mais le thermomètre infrarouge, il nous donne la température. Il sert à mesurer la température externe, mais pas la température interne du produit. Donc, on a une problématique due à la méthode de mesure, au choix de l'équipement de mesure. Donc, la fonction métrologique, elle n'est pas limitée juste d'avoir un certificat d'étalonnage. Je le souligne avec trois ou bien quatre lignes. La métrologie, elle englobe l'ensemble de processus de mesurage, quel que soit pour déterminer mon besoin dès le début de la manière ou bien la méthode de mesure et de principe de mesurage. Lorsque je réalise même mon mesure, je dois respecter tout des conditions lorsque je mesure. Parfois, par exemple, lors de l'utilisation d'un pied coulisse pour la mesure, par exemple, d'une épaisseur d'une pièce, il y a toute une force appliquée sur le piquet mobile du pied coulisse. Donc, je dois faire, je dois avoir une procédure ou bien un mode opératoire qui me limite sur qui me donne exactement la force utilisée pour pour bien mesurer mon appareil, mon produit, pardon. Donc, la métrologie, c'est pas juste d'avoir un certificat d'étalonnage. Elle est très, 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 très large et il faut le maîtriser pour que vous voir. Et généralement, elle est très simple. Il faut juste, si vous voulez dire, maîtriser les grandes lignes de la métrologie et les piliers, bien sûr, les notions de base de la métrologie, vous serez capable de maîtriser vos équipements de mesure, votre processus de mesure, et bien sûr aussi d'avoir où je vais étalonner mes équipements de mesure. Bah, et lorsqu'on a, par exemple, une grande variété, par exemple, des prestataires d'étalonnage, c'est pas juste de dire que je suis un laboratoire d'étalonnage, ben voilà, tiens, étalonne-moi ces instruments de mesure. Non, il y a toutes des caractéristiques à évaluer pour avoir, est-ce que ce prestataire, il peut me livrer il peut me livrer un certificat d'étalonnage
traçable, que ce soit à l'échelle internationale, que ce soit métrologiquement traçable au système d'unité de mesure ou pas. Bien sûr, s'il est accrédité, c'est parmi les caractéristiques essentielles, mais il y a toutes d'autres d'autres caractéristiques à répondre. Est-ce que déjà mon instrument de mesure ou bien la plage d'étalonnage de mon instrument de mesure, il est inclus dans la portée d'accréditation de ce laboratoire? Est-ce que déjà il est, par exemple, si on a des instruments de mesure qui s'étalonnent sur site et que le laboratoire ou bien le prestataire, il est accrédité que pour l'étalonnage sur site, mais il ne peut pas l'étalonner dans son laboratoire. Mais s'il vous livre, par exemple, un certificat d'étalonnage, le certificat ne doit pas avoir un logo d'accréditation. Ou bien le contraire, si vous réalisez une- un étalonnage et que l'instrument et que, il est accrédité à réaliser la prestation au site et qu'il a vous livré un certificat d'étalonnage contenant un logo et qu'il n'est pas accrédité à réaliser, donc il fait des fraudes. Et c'est le cas de la même personne que je vais vous donner l'exemple. Il m'a consulté dernièrement, il m'a donné des certificats d'étalonnage d'un laboratoire. Lorsqu'on est cherché sur ce laboratoire, on a trouvé qu'il n'est pas accrédité et plutôt qu'il fait qu'il parle et qu'il promote qu'il est accrédité. Et même les certificats d'étalonnage, par exemple, il a étalonné une chambre froide. Mais elle n'a pas réalisé vraiment un étalonnage des chambres froides. Elle a étalonné que le thermomètre de la chambre froide. Et elle a mentionné qu'elle a étalonné la chambre froide. Mais plutôt pour étalonner une chambre froide, il y a tous des paramètres qui vont être ajoutés pour dire est-ce que la chambre froide est conforme ou pas. Il y a l'homogénéité, il y a la stabilité de la température. Donc, euh, Monsieur Kamel, il y en a des personnes subsahariennes, donc c'est pour ça. À la fin, je pourrais, si vous avez des questions ciblées, je peux vous répondre avec en dérive. Pardon, excusez-nous. Donc voilà, c'est pour ça. Donc je termine mon dernier exemple. Donc lorsqu'on a cherché on l'a même pas trouvé qu'elle est accréditée, elle n'a même pas étalonné ou bien caractéristique la chambre froide comme il faut. Donc il m'a consulté pour il m'a consulté pour mon avis. Donc, je l'ai dit, est-ce que tu veux une réponse ou bien un conseil avec une casquette métrologue ou bien une casquette qualiticien? Si tu veux une conseil avec une casquette qualiticien, vous pouvez l'utiliser parce que la majorité des audits ne comprennent pas de chercher est-ce que ce laboratoire est accrédité, est-ce qu'il est traçable métrologiquement, est-ce que elle est, euh, elle est raccordée à l'échelle avec le système international d'unité. Ils vont pas faire ça. C'est pas comme je vous avais dit, c'est pas une sous-estimation de leurs compétences, mais c'est du non-compréhension de la métrologie et les différents aspects de la métrologie. Et je l'ai dit aussi, est-ce que si tu veux un conseil avec une casquette métrologue, donc c'est toute une fraude tout simplement. Elle n'a même pas une accréditation, elle n'a même pas étalonné les instruments, les équipements comme ils doivent être étalonnés. Donc, pour moi, c'est une fraude et pour moi, je blacklistais ce laboratoire-là. Donc, on a terminé ça. Donc, je vais essayer donc, de vous présenter notre formation. Donc, notre formation est là pour but objectif de vous.
de vous faire comprendre les concepts fondamentaux de la métrologie et distinguer entre eux. Parce que, comme je vous avais dit, il y a tout un mélange entre différents termes et différents vocabulaires de la métrologie. Il y en a des personnes qui utilisent euh, l'étalonnage, le calibrage pour signifier que c'est un étalonnage, mais plutôt le calibrage, c'est un terme qui n'existe pas dans le vocabulaire de la métrologie. Il n'y a pas il n'y a pas il y a pas un terme de calibrage dans la métrologie. Et souvent, j'entends plusieurs personnes qui parlent, ah, je vais calibrer mes instruments de mesure. Non, mais le calibrage n'existe pas dans le domaine de la métrologie. Il existe étalonnage ou bien vérification. L'étalonnage en anglais, c'est calibration. Donc, l'étalonnage, en anglais, c'est calibration. Si vous voulez utiliser le mot calibration, it's en anglais. Donc voilà. Et bien sûr, j'entends aussi des gens qui utilisent la précision, donc dans le domaine parmi les qualiticiens. Donc c'est si vous voulez dire, le mot précision aussi n'existe pas dans le domaine de la métrologie. Il y a l'exactitude. Là, le mot précision, les gens ils l'utilisent parce qu'il y a un terme qui est la fidélité. En anglais, c'est precision. Donc, il y a des gens qui font la mélange entre ce terme et l'autre terme, entre la précision et l'exactitude, mais on utilise l'exactitude pour signifier est-ce que la mesure elle est exacte ou pas, et on n'utilise pas la précision. Voilà, je vous vais vous donner juste des petits exemples, mais dans notre formation, on va plus creuser, bien sûr, pour mieux comprendre et mieux ces termes-là. Et lorsqu'on vous l'utilisez et lorsqu'on vous parlez avec, que ce soit un laboratoire d'étalonnage, que ce soit avec un métrologue, que ce soit pour des qualiticiens, vous serez capable de discuter avec des termes qui sont bien précis dans le domaine de la métrologie. Bien sûr, le deuxième objectif, c'est d'assumer le rôle de référent en métrologie et maîtriser vos processus de mesurage. Lorsqu'on parle de rôle de référence en métrologie, on va vous donner les notions essentielles pour que vous maîtrisez le rôle de la métrologie, que ce soit pour échanger avec les laboratoires d'étalonnage ou bien pour déterminer quel est le meilleur prestataire que je peux travailler avec et bien sûr de vous donner comment bien maîtriser vos processus de mesurage et quelles sont les composantes qui peuvent impacter mon processus de mesurage. Bien sûr, quand vous connaissez tous la méthode 5M qui est utilisée pour déterminer les causes racines qui peuvent impacter, par exemple, un processus ou bien une démarche. Donc, elle est utilisée aussi dans le domaine de la métrologie pour vous donner les principales, parce que, comme nous avons parlé dès le début, donc, si on a des personnes qui sont euh, pas maîtrisées, par exemple la formation des opérateurs ou bien des techniciens qui réalisent la mesure, s'ils n'ont pas formé sur la manière dont ils mesurent ou bien dont ils réalisent la mesure, il y a tout une résultat qui est fausse. Donc, on va prendre, et on va baser sur du résultat fausse, dû à quoi? À une simple raison, aux formations à un opérateur qui est non pas formé. Bien sûr, et pour le troisième objectif, c'est assurer la traçabilité métrologique de vos équipements de mesure. On va vous donner dans notre formation
les atouts nécessaires ou bien les voies nécessaires pour assurer une traçabilité métrologique de vos équipements de mesure et comment aussi de évaluer les différentes prestataires pour que vous connaître est-ce que ce laboratoire peut me livrer, il assure une traçabilité, il garantit une traçabilité métrologique ou pas. Donc voilà, c'est pour les objectifs de la formation. Arrivons à notre approche pédagogique. Donc généralement, notre approche pédagogique, elle est basée sur des explications initiales. On va vous donner des définitions qui sont dans les normes et dans tout ce qui est cadre général de la métrologie. Mais plus de ça, on va vous expliquer avec des illustrations qui sont modernes et qui vous permettent de mieux comprendre et ne pas de juste mémoriser la définition, mais plutôt de comprendre bien les choses. Donc, on essaye d'être d'organiser des formations qui ne sont pas classiques, mais plutôt qui vous permettent d'engager et de participer. Et bien sûr, notre approche basée aussi sur le partage d'expériences. Donc, je vous avais expliqué, donc on utilise des expériences, des cas où vous avez rencontré dans votre cas, et on essaye de vous répondre, soit sur le champ, soit on fait notre recherche et on va vous livrer notre retour. Bien sûr, ou bien des cas où bien sûr, au cas où je l'ai rencontré et qu'est-ce qu'on a fait pour répondre, ou bien qu'est-ce qu'on a fait pour maîtriser ce cas-là. Donc, bien sûr, on ne va pas juste baser sur une approche théorique, mais on va vous donner aussi des exercices qui ne sont pas classiques, qui ne sont pas académiques, mais ils sont un petit peu amusantes par des mots croisés avec vous savez, donc c'est juste un petit exemple. Pour que vous amusez lorsque vous amusez et en même temps vous répondez et vous comprendrez les différents aspects de la formation. Et bien sûr, la formation, elle aura deux tests de connaissances. Le premier test, il aura dans le début de notre formation pour mesurer et évaluer votre connaissance au niveau de la métrologie et vous permet aussi de vous mesurer votre connaissance au niveau de notre formation. Et après, bien sûr, vous aurez la main. Et bien sûr, pour le deuxième test, vous serez aussi évaluer votre compréhension pour faire la différence. Est-ce que vous avez déjà avoir acquérir des informations ou bien vous n'avez pas encore acquérir des formations en métrologie. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne l'approche pédagogique. Pour le programme on a la formation, elle est composée de 5 chapitres. Le premier chapitre est consacré que pour l'initiation à la métrologie, pour tout ce qui est, pour comprendre bien déjà la métrologie, c'est quoi, et pour comprendre l'importance, le rôle, l'influence, et bien sûr un petit peu d'historique de la métrologie, parce que la métrologie, c'est pas une chose qui est moderne, mais plutôt c'est une science qui a été très, très, très ancienne depuis les anciens siècles. Le deuxième chapitre consacré que pour les vocabulaires de la métrologie. Bien sûr, comme je vous avais dit, on va détailler le vocabulaire de mesure sur 3 phases. Les vocabulaires qui ont en relation juste avec le mesurage, les vocabulaires qui ont en relation avec les instruments de mesure qui peuvent nous aider aussi au bon choix des équipements de mesure et bien sûr d'autres vocabulaires qui sont assez importants mais qui
construit des vocabulaires essentiels pour comprendre la métrologie. Le chapitre 3, il représente la traçabilité métrologique. On va comprendre c'est quoi une traçabilité métrologique, comment assurer la traçabilité métrologique, quelles sont les voies pour assurer la traçabilité métrologique et comment, pardon, et comment j'assure une traçabilité métrologique si j'ai pas si il y a il y a pas si vous voulez dire, un laboratoire qui fait l'étalonnage des appareils de mesure dont, par exemple, à l'échelle nationale ou bien à l'échelle européenne, parce que l'Europe, c'est la plus proche de nous. Donc, la, comment je peux assurer la traçabilité métrologique? Et bien sûr, dans le chapitre 4, on va voir les concepts de l'incertitude de mesure. On va creuser et on va approfondir sur l'incertitude de mesure, de quoi il s'agit, c'est quoi l'incertitude de mesure, quel est l'impact de l'incertitude de mesure sur la prise de décision, de ma prise de décision, quel est l'impact aussi de l'incertitude de mesure sur l'incertitude de mesure sur la conformité de mes équipements de mesure, parce que l'incertitude de mesure, il pourrait être un élément ou bien une caractéristique euh, primordial pour pour faire différencier entre deux laboratoires. S'il y a un laboratoire qui a une incertitude de mesure qui est qui est plus petit que notre équipement, un autre laboratoire, donc je vais bien choisir un laboratoire d'étalonnage qui a une incertitude de mesure plus petit que l'autre. Donc voilà, je vous donne des petits exemples parce on est là pour comprendre et pour avoir l'importance des grandes lignes de la métrologie, si vous voulez. Et bien sûr, le dernier chapitre, ou bien le cinquième chapitre, elle est concerné pour les exigences normatives des normes qui sont très utilisées dans le secteur, dans les différentes activités, que ce soit le 9001, que ce soit le 22000, le 14001, le 17025. Et bien sûr, on va vous donner comment vous pouvez répondre à ces exigences et quels sont les documents nécessaires pour répondre à ces exigences. Et bien sûr, je vais aussi vous donner des normes et des guides qui vous pourraient vous aider à maîtriser votre processus de mesurage. Par exemple, euh, lorsqu'on parle du manœuvre, il y a plusieurs guides qui parlent sur les manœuvres. Comment, comment bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour maîtriser ce point-là. Lorsqu'on parle, par exemple, des milieux, il y a tout des normes ou bien des guides qui vous donne des lignes directrices sur comment vous maîtrisez, par exemple, comment vous assurez une surveillance de vos conditions environnementales lorsque vous réalisez, que ce soit votre contrôle de qualité, que ce soit généralement pour réaliser la mesure. Donc, ils vont vous aider à maîtriser votre processus de mesurage. Donc, on a terminé notre présentation. Donc, je vais juste vous faire un petit peu de promotion pour nos formations spécifiques parce que si vous voulez dire, la formation que j'ai présentée, c'est une formation qui englobe le tout. Mais on a des formations spécifiques, j'y dirais, selon vos besoins, selon le besoin de chacun de vous. On a le premier thème, c'est les bonnes pratiques de la métrologie. Cette formation, elle est un petit peu longue parce qu'il contient la plupart de tous ces formations-là. Donc, c'est une formation qui est bien précise sur les bonnes pratiques de la métrologie au sein d'une entreprise.
On a aussi une formation sur l'interprétation, que sur l'interprétation des certificats d'étalonnage et les constats de vérification, comment interpréter les résultats comment lire déjà le certificat d'étalonnage, comment interpréter les résultats, comment les utiliser lors de l'utilisation des équipements, ainsi de suite. On a aussi une formation sur la mise en place, donc on le laisse à la fin. Donc il y a aussi une formation spécifique sur la gestion de la relation client-fournisseur en métrologie, donc sur comment vous communiquez avec des prestataires d'étalonnage, quelles sont les informations nécessaires pour les communiquer avec un prestataire de métrologie ou bien d'étalonnage, comment déterminer les intervalles d'étalonnage, les points d'étalonnage, les erreurs maximales tolérées, comment les choisir, et ainsi de suite. On a aussi une formation sur la mise en place de la fonction métrologique au sein de l'entreprise selon l'ISO 17025. Cette formation, je dirais là, il y a on peut le séparer parce on peut avoir une formation sur que les exigences de la norme et on peut avoir une formation sur la mise en place directement de la fonction métrologique. Selon l'ISO 10012 qui représente le système de management de la mesure au sein de l'entreprise. C'est une norme guide, si vous voulez dire, c'est pas une norme certifiante, mais une norme qui donne des lignes directrices sur comment maîtriser la fonction métrologique ou bien comment faire la mise en place d'une fonction métrologique au sein d'une entreprise. Et dans notre formation, on va le voir d'une manière macroscopique. On a aussi une formation sur la bonne gestion du parc d'instruments de mesure, comment gérer les périodicités d'étalonnage, comment faire la confirmation métrologique des équipements de mesure et ainsi de suite. On a aussi une formation sur la mise en place de la norme ISO 17025 aussi sur l'estimation des incertitudes de mesure. Cette formation, elle est ciblée que sur les estimations des incertitudes de mesure et surtout, elle a presque, j'y dirais, 50% formation, 50% exercice pour que vous maîtrisez le calcul d'incertitudes de mesure et que vous maîtrisez l'évaluation des incertitudes de mesure. Et bien sûr, la dernière formation, on a une formation sur l'étalonnage et vérification des balances ou bien des instruments de pesage en global. Cette formation, elle est généralement faite sur deux phases, une partie théorique et une partie pratique. Généralement, on organise des ateliers pour cette formation. Si vous êtes intéressé, on peut faire un atelier, on peut l'organiser soit chez Madame Asma à Agadir, ou bien on peut se déplacer on peut l'organiser à Casa pour que l'ensemble soit tout près de Casablanca. Donc voilà, c'est un petit peu de tout. J'espère que vous avez compris quelque chose et que vous allez accueillir quelque chose. Donc, on va prendre 15 à 10 minutes pour répondre à vos exigences. Et bien sûr, si il a, Madame Asma, si il a des choses à ajouter. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence et votre participation. Merci beaucoup et on se revoit, Inch'Allah, pourquoi pas pour notre formation. Alors, je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Ahmed Abia pour sa présentation, pour son temps et aussi pour la richesse des informations qu'il a partagées avec nous. Je vous remercie énormément. Sinon, on va passer maintenant à la réponse aux questions. Bien sûr, moi, je vais répondre aux questions qui déclinent de ma propre spécialité. Sinon, Monsieur Ahmed va répondre aux autres questions qui concernent spécifiquement la métrologie. Alors, concernant déjà la question de Monsieur Abdelrazak, donc c'est vrai qu'on n'a pas
suffisamment de temps pour présenter tout ce qui concerne la norme ISO 9001, ses exigences. Donc, j'ai essayé de vous donner un aperçu général. Alors, concernant votre question, monsieur, il y a d'abord une réponse directe et puis je vais vous donner la réponse détaillée. Alors, la réponse directe, c'est quoi la différence entre le support et les ressources? Alors, tout simplement, lorsque nous parlons de support, c'est tout ce qui peut aider notre système de management et tout ce qui peut nous permettre de réussir la mise en place de notre système, son amélioration et son évaluation, y compris les ressources. Donc, les ressources, c'est une partie des moyens de support. Donc, ça, c'est généralement. Donc, le chapitre 7, il est nommé le chapitre support. Il comporte la partie ressources, mais il comporte aussi d'autres points. Maintenant, en détail, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, vous avez le chapitre 7 support et il va commencer par le tout premier point qui est ressources. Alors, généralement, quand on parle du chapitre 7, on pense aux ressources humaines, ressources financières, on pense à tout ce qui est budget, tout ce qui est temps, donc les ressources temporelles. Alors, c'est pourquoi déjà le chapitre support commence par ce point-là. Le chapitre commence par le 7.1 ressources, mais en plus des ressources, ça veut dire les ressources humaines, les infrastructures, l'environnement pour la mise en place des processus, la surveillance et la mesure que nous venons d'aborder, les connaissances organisationnelles, il y a d'autres moyens qui vont permettre d'aider le système. Donc, quand je dis support, c'est tout ce qui est ressources, mais c'est aussi tout autre, voilà, exigence nécessaire qui permet d'aider. Donc, on parle de processus de support. C'est quoi les processus de support? Donc, vous savez que au niveau d'un système de management de la qualité, on a trois niveaux de processus. On a les processus de management et de gestion et de pilotage, là où on prend les décisions, là où on définit la politique, là où on définit les grandes orientations, les planifications. Et puis, vous avez au milieu, c'est les processus de réalisation. Ça veut dire c'est la partie opérationnelle. Donc, au milieu, vous avez les vraies activités, la raison d'être de votre organisme, comme la production, la prestation de services et ainsi de suite. Et pour la troisième partie, vous avez ce qu'on appelle les processus de support. Alors, dans les processus de support, vous avez tout ce qui peut aider les processus de réalisation à mieux faire leurs activités, quoi. Donc, vous avez tout ce qui est support. Il englobe les ressources, comme je viens de dire, mais en plus de ressources, le point 7.2, c'est les compétences. Alors, quand je parle de ressources humaines, c'est une ressource vraie. Ça veut dire qu'il faut fournir en nombre et en qualité suffisante de ressources humaines, donc les compétences internes. Mais vous avez le point 7.2 qui parle des compétences bien particulièrement. Donc, tout ce qui est mise à niveau, par exemple, de connaissances, tout ce qui est, voilà, formation, tout ce qui est... Alors, vous avez quelque chose en plus des simples ressources à fournir. Donc, vous avez, je vais fournir les ressources humaines, je vais fournir les ressources budgétaires, je vais fournir les ressources financières, je vais fournir les ressources en matière de temps, mais en plus de ça, j'ai d'autres moyens de support comme les compétences, la mise à niveau des compétences, les formations, la sensibilisation, la communication. Donc, on a la partie ressources, comme les informations documentées aussi, c'est un moyen de support. Donc, la partie ressources, c'est uniquement un point parmi les points qui permettront de fournir des moyens de support et d'aide qui vont garantir que notre système de management soit mis en place et de façon efficace et que nos opérations internes, les activités opérationnelles soient faites d'une façon concrète et fiable, conforme bien sûr aux exigences. Alors, en grosso modo, la différence, c'est que le support, c'est une entité qui contient les ressources et autre chose comme les compétences, la communication, les informations documentées. Donc, tout ça, il est englobé dans un seul chapitre qui est le chapitre 7. Sinon, j'espère que la réponse est déjà claire pour monsieur. Donc,
les ressources, c'est parmi les points que nous pouvons inclure dans le support. Donc, le support, c'est beaucoup plus général que la partie ressources. Sinon, je vais voir, est-ce qu'il y a une autre question qui concerne, voilà, la norme? Non, je pense que c'est une question destinée à moi. C'est Oui. par Madame Norhan. Mhm. Elle a posé la question sur est-ce qu'une entreprise de BTP possède plusieurs appareils de mesure, par exemple une topographie, par exemple. Est-ce que l'étalonnage doit être réalisé annuellement par un organisme externe ou bien une vérification en interne peut être effectuée des appareils de mesure afin de réduire le coût d'étalonnage? Donc c'est ça ce que je viens de dire, Madame Norhan. Pour la périodicité d'étalonnage, il y a tout simplement deux choses. Si vous travaillez avec votre appareil de mesure et vous réalisez un essai qui est normalisé par une norme, vous cherchez est-ce qu'il y a une exigence sur l'étalonnage de ces équipements. S'il y a une exigence qui vous oblige à réaliser l'étalonnage sur un an, vous devez respecter cette exigence. Pour l'autre côté, si il n'y a pas, par exemple, une exigence, que ce soit normatif de la norme que vous utilisez, ou bien il n'y a pas d'obligation réglementaire parce qu'il y a il y a il y a des types des instruments de mesure qui sont obligés de l'étalonner chaque année ou bien chaque 2 ans, qui sont chapeautés, si vous voulez dire, par la réglementation. Mais ça, c'est d'un autre côté. Si vous n'avez pas aucune exigence, que ce soit normative ou bien réglementaire, qui vous oblige à étalonner cet appareil de mesure par une périodicité d'étalonnage, vous pouvez l'étalonner par exemple sur une durée de 3 ans. Chaque année, vous faire l'étalonnage, mais il faut au minimum trois années et vous suivez le dérive. Et bien sûr, il y a toute une méthode qu'on utilise pour dire est-ce que cet appareil de mesure, il n'y a pas de dérive de cet instrument de mesure avec le temps et que les mesures sont stables. Et je peux, dans ce cas, je peux augmenter la périodicité d'étalonnage. Par exemple, dans le premier cas, je vais ajouter un an, par exemple, ou bien 6 mois. Après le quatrième étalonnage, je vais refaire mon calcul et je vais voir est-ce que mon instrument de mesure est toujours garde le même dérive. Il n'y a pas de dérive qui est très, je dirais, remarqué. Donc, je peux aussi augmenter ma périodicité d'étalonnage. Donc, c'est ça la méthode existante, mais il y a toute une méthode pour calculer ces périodicités d'étalonnage. Arrivons à la vérification en interne. Pour moi, il fallait faire la vérification même si l'équipement de mesure il est étalonné. C'est un moyen de déterminer est-ce que déjà cet appareil de mesure il garde les mêmes valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas de défaillance de cet équipement de mesure? Et pour vous clarifier les choses, même la température peut impacter l'instrument de mesure. Et là, maintenant, خليتونا في الشمس واحد la grande temps sur une température très longue, راه كي impacter l'appareil de mesure d'hier. Je vous donne un simple exemple. Euh, lorsque j'étais inspecteur en métrologie légale, on réalise souvent l'étalonnage, plutôt le contrôle les balances chez les usines. Parmi les usines, il y a les usines de remplissage des bouteilles de gaz. On réalise le contrôle maintenant, on passe, on quitte le balance, par exemple, on passe vers le balance suivant.
Si on revient vers le balance, on trouve qu'il ne donne pas les mêmes valeurs qu'il nous a données dans la première étape. Donc, c'est la vérification, c'est tout simplement une chose qui est à déterminer, que ce soit et lorsqu'on dit vérification, rah ماشي, vous allez faire une vérification, j'y dirais, avec un protocole, très grand protocole, non, arrêter la production, faire la vérification, après passer à la deuxième instrument, arrêter la procédure. Non. Il y en a une personne qui vérifiait son balance avec une caillou. كتشد حجره من الصباح للصباح كدوز على البالونس ديالها كتفيريفيها كتشوف لا فالور ديالها واش elle est le même d'hier. صافي c'est une vérification. Ben, elle est tout simple la métrologie mais les gens ne le traitent pas avec sérieuxité. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question Madame Norhan. Pour la deuxième question, Darija, pour Monsieur Salah, quels sont les points communs entre la maintenance et la métrologie et pourquoi pas la métrologie, on ne fait pas la qualification? On fait la qualification, c'est Salah. Donc, on va prendre réponse par réponse. Donc, il y a les points communs entre la maintenance et la métrologie, c'est lorsqu'on, par exemple, on trouve un équipement de mesure qui nous donne des erreurs qui sont, j'y dirais, très dérivées ou bien des erreurs de mesure qui sont très grandes et qui est non conforme. On va le dire comme ça. Un instrument de mesure qui est non conforme. Donc, si il y a la possibilité, parfois, je vous donne un exemple des balances, toujours dans les balances. Les balances contiennent, il y a des balances qui contiennent quatre capteurs et il y a des balances qui contiennent un seul capteur. Les balances qui contiennent un seul capteur, avec le temps, le capteur se dérive. Mais il n'y a pas de réparation. Est-ce que vous allez jeter tout le balance et que le gabarit, si vous voulez dire, et l'indicateur, il est toujours bien. Mais le défaut, tout simplement, elle est dans le capteur. Donc, dans cette situation, dans cette situation, la maintenance doit faire son intervention euh, pour enlever ce capteur-là euh, et le échanger avec un autre capteur. Et bien sûr, il y a avec à chaque opération de maintenance ou bien à chaque opération de changement de quelque chose dans un instrument de mesure, on doit réaliser un étalonnage pour déterminer est-ce que le balance fonctionne bien ou pas. Pour la partie qualification, Monsieur Salah, la qualification, elle est faite, mais pas pour tous les secteurs. Elle est généralement faite que sur le secteur pharmaceutique. Pourquoi? Parce que le, le secteur pharmaceutique, elle est plus exigeant. Elle a d'autres normes qui exigent plus que l'étalonnage, elle exige la qualification des équipements de mesure. Et bien sûr, la qualification, ça concerne tout l'ensemble de systèmes, de processus de mesurage et elle ne concerne pas que la partie appareil de mesure. Donc voilà la différence entre étalonnage et la qualification. Pour la deuxième question, en ce qui concerne la différence entre étalonnage et vérification, je vais juste un petit peu vous résumer la différence entre étalonnage et vérification. Étalonnage, c'est connaissance. C'est avoir une connaissance sur mon appareil de mesure, avoir une connaissance sur l'erreur de mon appareil de mesure, avoir une connaissance sur la fidélité de mon appareil de mesure. Je vais juste connaître. Il y a rien à faire. Mais la vérification, c'est plus
il me donne, est-ce que je fais confiance à cet appareil de mesure ou pas? Comment? C'est tout simplement de comparer les erreurs de cet appareil de mesure avec les EMT. Bien sûr, il y a tout un ensemble de méthodes pour déterminer les EMT d'un balance. Donc, j'espère que j'ai répondu sur votre question. Cette norme permet de déterminer les intervalles d'étalonnage. Oui, effectivement, c'est Barzakh. Je pense que vous êtes déjà un formateur, déjà un métrologue, où vous avez des notions sur la métrologie pour connaître ce fascicule documentaire qui est généralement... J'ai un problème au niveau de... Attends. Donc, pour le FDX 014, Madame Asma, ما كتبغيش تهبط لي D'accord, donc c'est bon. Totalement fait, c'est permet de déterminer les intervalles d'étalonnage et il y a toute une autre méthode pour déterminer euh, la périodicité d'étalonnage ou bien les intervalles d'étalonnage. Comment déterminer si la précision d'un instrument de exactitude de mesure est suffisante par rapport aux tolérances spécifiques pour un produit mécanique, par exemple? Pour vérifier, par exemple, un instrument de mesure, il faut tout simplement faire un étalonnage et après faire une vérification vis-à-vis les erreurs subies, les erreurs générées par l'instrument de mesure. Et bien sûr, et je souligne avec deux tirets, de faire attention à l'incertitude de mesure parce qu'elle est utilisée pour déterminer est-ce que l'appareil de mesure elle est conforme ou pas. Et de ne pas faire la comparaison juste avec entre les erreurs et les tolérances ou bien les erreurs maximales tolérées de l'appareil. Je viens de vous voir, donc c'est un Robert Frank. Il y aura un certificat de formation. J'ai trouvé une question pour le coût de la formation. Donc, Madame Asma va répondre à cette question. Et pour le certificat de formation, bien sûr, il y aura un certificat de formation. Euh, à la fin de la formation, bien sûr, il y aura une certification. Et bien sûr, l'enregistrement, tous les documents nécessaires ou bien les documents qu'on a utilisés lors de notre cours. Rappel, c'est quoi la réponse entre ressources? Donc, elle a répondu sur cette question, Madame Asma. Bonjour à vous toutes. La mise en œuvre de la 17025 dans notre laboratoire en pH et conductivité, on fait la vérification du multiparamètres matin et soir et l'étalonnage euh, hebdomadaire, mais ça nous conduit à consommer une grande quantité de solutions étalon et donc risque de tomber sur une rupture de stock des solutions. Est-ce que c'est une exigence dans la 17025 ou bien quel est le but? Euh, Merci Seb Razak pour le partage de le fascicule pour les gens qui sont intéressés. Donc pour Madame ou bien Monsieur Mizari, Euh, comme je vous avais dit, la vérification, elle ne nécessite pas l'utilisation d'elle. Par exemple, j'ai donné l'exemple de balance. Le balance, sa fonction est de mesurer ou bien de mesurer le poids. Donc, j'utilise n'importe quel objet. C'est le seul, le plus important, c'est que j'utilise la même objet à chaque fois. Donc, pour votre cas, vous pouvez utiliser par exemple un autre produit, mais un produit que vous avez utilisé, qui a la même conductivité ou bien le même pH pour vérifier votre appareil à chaque fois. Parce que je comprends, les matériaux de référence sont très chers et, et c'est très rare de trouver un matériau de référence qui est certifié. Donc, vous serez
comme je vous avais dit, donc vous allez, par exemple, faire un produit et de créer un produit que vous mesurez la conductivité d'ILO dans le premier temps, dans un premier temps. Yani, lorsque vous étalonnez votre appareil, vous réalisez, vous réalisez la mesure de la conductivité. Après, à chaque fois, vous aurez utilisé que cette solution euh, au lieu d'utiliser le matériau, votre matériau de référence. Donc, c'est un petit peu juste pour... j'espère que je vous a répondu. Donc, si vous n'avez aucune question, on va terminer cette séance. Et je vous remercie infiniment. Avec plaisir, madame, ou bien monsieur Mézari. Madame Asma, pour le coût de la formation, Madame Asma, si vous pouvez connecter, si vous pouvez... Oui, par- oui. Alors, pour le module de la formation d'initiation à la métrologie, donc on a fixé comme coût pour cette session 500 dirhams. Donc, ça veut dire 50 dollars pour les non-marocains. Sinon, j'espère que les informations qui ont été partagées ce soir ont été utiles pour vous, en tout cas pendant ces 2 heures, parce que c'est un peu difficile, bien sûr, de cerner toutes les informations pendant 1 heure et demie ou bien 2 heures. Je vous invite, si vous voulez, à faire l'inscription à cette formation ou bien à celle du management de la qualité, parce qu'il y a aussi la 9001, donc comme côté management et comme côté voilà, tout ce qui est exigence de la norme, exigence de mise en place. Cette séance est enregistrée, sera partagée avec vous également. euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas pu suivre la totalité du webinaire. Voilà, donc je vous remercie énormément. Vous pouvez me contacter donc sur WhatsApp ou bien par mail si vous êtes intéressé et si vous voulez beaucoup plus d'informations. Je vous souhaite très bonne soirée et Inch'Allah, on se retrouve pour ceux qui vont faire la formation, sinon dans d'autres webinaires gratuits prochainement, Inch'Allah. Merci énormément et très bonne soirée. Merci Monsieur Ahmed pour votre temps également. Merci, Madame Asma. Merci. Et je vous remercie aussi pour votre présence et votre engagement. C'est, Merci c'est, à vous. Madame Amel, c'est 50 euros, oui. En dirhams, c'est 500 dirhams. Ah oui, tout à Voilà, fait, oui. donc j'essaie de répondre. Merci à vous tous et toutes et très bonne soirée. Allez, très bon 20 soirée.